je vais essayer de ne pas être trop longue. Pour cette soirée, je préférerais davantage laisser la parole aux intervenants, mais il me semblait utile, surtout pour les étudiants qui sont dans la salle, de replacer dans le contexte droit pénal les infractions qu'on peut mobiliser pour en faire un espèce de panorama, en vous expliquant globalement, je ne vais pas faire un cours de droit pénal spécial, je vous rassure, mais même si j'en mourrais d'envie. Étant donné que ça n'est pas dans votre maquette, donc je parle aux étudiants, vous aurez comme ça un complément non négligeable du cours de droit pénal. Et puis pour le public qui est présent aujourd'hui, c'est aussi un moyen de comprendre les différents types d'infractions qu'on peut mobiliser, parce qu'elles sont assez protéiformes, elles sont multiples, et donc on va les aborder ce soir. Alors tout d'abord, je voulais revenir sur une définition, on l'a un petit peu évoqué hier, mais c'est important de commencer par définir ce qu'on entend par violence intrafamiliale, pour signaler d'abord qu'il n'y a pas de définition dans le code pénal de ce qu'on entend comme violence intrafamiliale. Ça n'est pas une infraction à proprement parler, on ne va pas réprimer l'infraction de violence intrafamiliale, mais on va réprimer plusieurs autres infractions. Alors, pour trouver une définition, il faut se pencher un peu notamment sur les projets ou les propositions de loi, dans les rapports qui sont rendus par les assemblées parlementaires, on peut trouver des éléments de définition. Et j'en ai relevé une. Alors il y a celle du ministère de l'Intérieur qu'on trouve sur leur site, qui est affichée à l'écran. Toute forme de violence commise par une personne ayant un lien de famille au sens large avec la victime, conjoint, ex-conjoint, père, mère, etc. Et que cette personne réside ou non avec la victime. Ça, cette notion de résidence, de cohabitation qui n'est pas nécessaire est très importante, on va le voir dans les infractions qui ont été érigées à propos de ce phénomène. Dans un rapport d'information de l'Assemblée nationale, on trouve également le fait que l'expression violence intrafamiliale, donc comme je l'ai dit, n'est pas définie en droit. Donc non seulement elle n'est pas définie en droit pénal, mais elle n'est pas définie en droit tout court. Donc il faut se fier à des définitions plus ou moins officielles, comme celle du ministère de l'Intérieur, ou des définitions doctrinales qui sont très similaires. Donc la grande difficulté pour savoir comment réprimer ces violences intrafamiliales, c'est de les définir et d'en cerner le périmètre. Donc à partir de là, on s'est aperçu que, et Madame la première présidente de la Cour d'appel l'a signalé hier, que quand on regarde l'historique des textes qui ont été adoptés, le vocabulaire a varié. On parle parfois de violence conjugale, de violence domestique, ou de violence sexuelle et sexiste, de violence faite aux femmes. Voilà, le vocabulaire est très varié et on ne sait pas vraiment si on vise bien la même chose à chaque fois, ou si c'est un ensemble de périmètres qui se recoupent les uns les autres. Donc on a une évolution, en tout cas législative, accélérée depuis les années 2000, avec un cadre international qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte. C'est 2011, la Convention d'Istanbul, qui est relative à la prévention, à la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique. Donc là, on voit bien qu'on emploie le terme violence à l'égard des femmes et violence domestique, comme si c'était deux choses différentes, et qui a été ratifiée par la France en 2014. Donc ça, c'est un premier point qui a guidé la France dans la structuration de sa politique criminelle. Autre date emblématique qui a été également soulignée hier, c'est 2019, le Grenelle des violences conjugales, qui a donné lieu ensuite à un bon nombre de propositions, plusieurs lois qui ont ensuite continué à renforcer le cadre législatif. J'ai noté une autre date, 2023, la création de pôles spécialisés dans les juridictions, donc c'est ce qu'on nous présentera tout à l'heure, le pôle VIF, violence intrafamiliale. Et je vous ai mis là un florilège de textes, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces textes, chacun a apporté sa pierre à l'édifice, mais on voit qu'on peut, quand on refait l'historique des violences intrafamiliales, de la lutte contre les violences intrafamiliales, on peut remonter pour l'évolution récente à partir de 2006, et avec une accélération depuis 2019-2020, depuis le Grenelle des violences conjugales. Donc on a des lois qui viennent renforcer le dispositif pénal, mais pas que. Il faut bien avoir conscience, comme on l'a également souligné hier, que la lutte contre les violences intrafamiliales, ça ne touche pas que le pénal, il faut aussi renforcer le dispositif au niveau civil,
mais pas que également. Et j'en parlais hier, je posais la question hier à la vice-présidente du pays. Il y a également toute une part qui relève des compétences de la Polynésie aujourd'hui et qui va toucher la prévention. Et puis les suites aussi des procédures, on pense notamment au droit au logement. Que deviennent les femmes qui décident de quitter le logement conjugal et qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins? Donc tout ça, ce sont des questions qui sont traitées par les différentes lois. Certains aspects de ces lois vont être applicables en Polynésie française, comme tout l'aspect droit pénal, mais d'autres aspects qui relèvent des compétences de la Polynésie ne seront pas applicables. Donc il faudra, c'est à la Polynésie de relever le défi et de combler les lacunes qui peuvent encore exister dans la prise en charge des victimes notamment. Alors je vais rapidement vous faire une typologie des infractions qu'on peut mobiliser. Vous allez voir qu'elles sont multiples. Pour vous parler ensuite, j'ai modifié mon titre, mais c'est pas grave. Pour vous parler ensuite des projets de réforme qui sont en cours, ce qui a été proposé tout dernièrement. Et puis, j'avais envie de réserver une petite partie sur les violences intrafamiliales culturelles, mais j'en dirai que 2 mots parce que la Polynésie n'est pas vraiment touchée. Ce sont toutes ces violences importées par l'immigration en France hexagonale et qui relèvent de cultures, notamment africaines, quand on parle des mutilations sexuelles, par exemple, ou du mariage forcé. Ce sont aussi des formes de violence qui se déroulent au sein des familles, au sens assez élargi, même des familles qui se trouvent dans un autre pays, et qui font l'objet d'une lutte particulière. Mais je ne développerai pas plus parce que ça risquerait de nous emmener un petit peu trop loin. Alors, quand on regarde les infractions qui sont traitées par le Code pénal, on s'aperçoit qu'on peut les classer en 3 catégories. Les violences physiques, tout d'abord, les violences psychologiques et les violences sexuelles. Et puis, donc déjà, dans ces catégories-là, on s'aperçoit qu'il y a certaines infractions qui existent depuis de longues dates, qu'on peut déjà mobiliser. Alors, en ce qui concerne les violences physiques, je ne sais pas si ça s'affiche assez bien. On trouve d'abord les atteintes à l'intégrité physique et à la vie. Donc les premières incriminations que l'on peut mobiliser, ce sont d'abord les homicides. Homicides volontaires. On peut même envisager les homicides involontaires, mais dans le cadre des violences intrafamiliales. Alors il faudrait que les magistrats me le confirment, mais j'ai l'impression, en regardant la jurisprudence, qu'on a tendance à essayer de chercher la qualification violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Parce qu'à la base, il y a des violences qui sont là, mais c'est le résultat qui va différer. Donc l'homicide volontaire, qui peut, je ne l'ai pas signalé ici, mais qui peut être aggravé lorsqu'il y a préméditation, donc qui peut devenir l'assassinat avec une peine la plus forte encourue, c'est-à-dire la perpétuité, quand l'assassinat est commis sur le conjoint. Donc l'homicide volontaire, et puis les violences volontaires. Je vous ai signalé les articles mobilisables du Code. Il n'y en a pas qu'un, à chaque fois vous avez toute une liste de circonstances. Et donc on s'aperçoit justement que le fait que les violences ou les homicides aient lieu dans la sphère familiale, ce sont des circonstances aggravantes. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'infraction propre aux violences intrafamiliales. On va plutôt, dans le Code pénal, trouver des circonstances aggravantes quand l'infraction a été commise sur un mineur de 15 ans, a été commise par un ascendant, ou a été commise sur un ascendant, ou a été commise par le conjoint, le concubin, le partenaire de Pacs, même s'ils ne cohabitent pas. Donc là, on retrouve cette idée de cohabitation quand il s'agit de l'ancien compagnon, que le couple est séparé, eh bien, on va quand même tenir compte de cette circonstance aggravante, alors même que les personnes ne cohabitent plus, qu'ils sont séparés ou qu'ils sont en instance de divorce, par exemple. Donc on retrouve les mêmes circonstances aggravantes, que ce soit en matière d'homicide ou en matière de violence volontaire. On trouve exactement, ou à peu de choses près, les mêmes circonstances aggravantes. On trouve également une circonstance aggravante particulière en matière de violence volontaire quand il s'agit de violences habituelles. Donc là, il y a cette idée de pérennité, les violences se répètent dans le temps. Et quand ce sont des violences habituelles sur mineurs ou infligées par le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs, eh bien, on a une aggravation des peines encourues qui est mentionnée par l'article 222-14. Donc ça, ce sont les circonstances aggravantes qui sont prévues pour chaque infraction. Mais depuis que je ne me trompe pas de date, j'ai une très mauvaise mémoire des dates, je l'ai noté quelque part, j'ai oublié la date, que je ne dise pas de bêtises, 2020 ? Non, avant. 2014.
Depuis 2014, on a une circonstance aggravante générale qui figure à l'article 132-80 du Code pénal. J'ai un doute sur la date, bon je vous le confirmerai, qui prévoit cette circonstance de manière générale, qui la définit de manière générale, mais qui précise bien à condition que la loi le prévoit. Donc chaque fois que la loi prévoit, à côté d'une infraction, d'une qualification existante, la circonstance aggravante que l'infraction a été commise dans la sphère familiale, lorsque l'auteur est un ex-compagnon, lorsque l'auteur est un compagnon actuel, un ex-compagnon, et y compris donc dans des hypothèses où il y a absence de cohabitation, eh bien on a cette circonstance aggravante qui peut s'appliquer et qui a été définie de manière générale, donc dans la partie générale du Code pénal. Donc ça c'est pour les violences physiques, atteinte à la vie, atteinte à l'intégrité physique. Mais le plus invisible, ce sont les violences psychologiques qui peuvent être infligées dans le cadre de la sphère familiale. Alors là aussi, on trouve une incrimination générique sous l'appellation de violence, puisque l'article 222-14-3 du Code pénal réprime les violences sous toutes leurs formes, y compris psychologiques. Donc finalement, toutes les incriminations de violence qu'on peut appliquer aux violences physiques, on peut aussi les appliquer aux violences psychologiques, avec les mêmes circonstances aggravantes que celles dont je viens de vous parler. À côté des violences, on a des incriminations plus spéciales. On peut qualifier dans la sphère intrafamiliale les menaces d'un conjoint sur son conjoint, d'un concubin sur son concubin, ou d'un ancien compagnon également. Donc on peut trouver des menaces qui sont définies par l'article 222-17, les articles 222-17 et suivants du Code pénal, avec une circonstance aggravante à l'article 222-18-3, quand la menace est commise par le conjoint, le concubin, le partenaire de Pacs. Donc c'est une circonstance aggravante qui permet d'élever les sanctions encourues. Je ne les ai pas notées ici, mais on les retrouve assez facilement dans le Code pénal. Donc là encore, on s'aperçoit que toutes les formes de couple sont prises en compte dans la sphère familiale quand les violences, les menaces ont lieu dans la sphère familiale, peu importe le régime juridique du couple, qu'il soit marié, pacsé ou simplement concubin, les qualifications vont pouvoir s'appliquer de la même façon. Et les circonstances aggravantes également, puisque la loi prend soin de le préciser à chaque fois. Je rappelle, notamment aux étudiants, le principe de l'égalité de la loi pénale qui signifie une interprétation stricte. Si ça n'est pas écrit dans la loi, on ne peut pas l'appliquer. Donc la loi a bien pris soin de préciser que toutes les formes de couple sont considérées par les circonstances aggravantes. Et puis, autre infraction spéciale que l'on peut trouver et qui est couramment appliquée en matière de violence conjugale, c'est le harcèlement moral. Article 222-33-2-1 du Code pénal, le fait de harceler son conjoint fait l'objet d'une incrimination spéciale. Donc son conjoint, son partenaire de Pacs, son concubin, et on définit le harcèlement moral comme le fait de lui infliger des propos, des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, une altération de sa santé physique ou mentale en guise de conséquence. Donc, on a également une distinction selon la gravité du résultat. Donc, le harcèlement moral va se traduire par une atteinte à la santé physique ou mentale qui va elle-même se traduire en interruption temporaire de travail, ITT, inférieure ou égale à 8 jours, on encourt une peine de 3 ans, qui peut aller jusqu'à 5 ans quand l'ITT est supérieur à 8 jours. Donc là aussi, on a une gradation, comme pour les violences, en fonction du dommage subi réellement par la victime. Alors j'ai également noté dans les violences psychologiques une incrimination spéciale qui a fait son apparition en 2016, pour lutter contre la revanche pornographique. Alors ça ne touche pas que la sphère familiale, mais ça peut toucher donc des victimes d'anciens compagnons qui veulent se venger. Et donc on a créé cette incrimination qui se rattache davantage aux atteintes à la vie privée. C'est plutôt une atteinte à l'intimité sexuelle ici, puisque l'incrimination vise à punir le fait de diffuser des images à caractère sexuel ou des paroles à caractère sexuel qui ont été prononcées, filmées dans l'intimité, diffusées sans le consentement de la victime, alors même qu'elle aurait donné son consentement à l'enregistrement de ces paroles. Donc ça, c'est une véritable avancée parce que c'était l'idée que le consentement doit être spécial et donné pour chaque acte. Donc, si le consentement est donné
pour un enregistrement dans l'intimité d'une vidéo, par exemple, ça ne veut pas dire qu'on autorise, il y a une présomption d'autorisation de la diffusion de cette vidéo. Et donc le législateur a fini par en tenir compte en 2016 dans l'article 226-2-1 pour incriminer spécialement ce fait de diffuser, pour se venger, mais pas que, mais le mobile n'est pas un élément constitutif, mais le fait de diffuser sans le consentement de la victime des vidéos à caractère sexuel ou des paroles à caractère sexuel est réprimé par 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Alors ça permet de faire une transition vers la 3e catégorie de violences qui peuvent être subies dans la sphère familiale, ce sont les violences sexuelles. Donc tout d'abord le viol et les agressions sexuelles. Et j'en profite pour vous signaler la réforme récente, puisque le 6 novembre dernier est entrée dans la loi une nouvelle définition du viol et des agressions sexuelles qui est basée sur le non-consentement. Donc l'absence de consentement est vraiment signalée, puisque aujourd'hui, une agression sexuelle est définie comme tout acte sexuel non consenti. Et on a ensuite une définition du consentement lui-même qui doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable, et qui est apprécié au vu des circonstances. Et ce qui est intéressant, le législateur a pris la peine de l'ajouter par rapport aux affaires médiatisées et aux revendications des associations, que le consentement ne peut pas être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Donc ça, c'était important de le préciser, puisque la jurisprudence pouvait être confrontée au fait que l'individu disait bah oui, mais on m'a pas dit non, donc j'ai continué. Et c'était extrêmement difficile en termes de preuves de démontrer que l'absence de réaction de la victime pouvait s'apparenter à une absence de consentement. Donc c'est inscrit, et pour compléter par rapport à la définition qui existait auparavant, le législateur a indiqué que le non-consentement est présumé à partir du moment où il y a violence, contrainte, menace ou surprise. Donc on a une incrimination finalement qui ne va pas reposer uniquement sur la violence, la contrainte, la menace, la surprise comme c'était le cas auparavant. Donc cette nouvelle définition est valable tant pour le viol que pour les agressions sexuelles. Alors si on regarde un petit peu plus près les incriminations, on s'aperçoit que là encore, lorsque ces viols ou agressions sexuelles ont lieu dans la sphère familiale, il y a des circonstances aggravantes. Il n'y a pas d'incrimination à part entière, mais des circonstances aggravantes. Donc je les ai notées ici. Lorsque l'infraction est commise par le conjoint, ou le concubin ou le partenaire de Pacs, lorsque l'infraction est commise par un ascendant, lorsque l'infraction est commise sur un mineur de 15 ans, bon celle-là je la mets entre parenthèses, je vais y revenir, où là les peines sont aggravées. Même chose pour les agressions sexuelles, lorsque elles sont commises, là encore, par un ascendant, par un conjoint ou en présence d'un mineur également, donc avec une spécificité ici des agressions commises en présence du mineur. Ça me permet d'arriver sur une nouveauté également depuis le 2021. Dans le Code pénal, on a défini l'inceste. Donc l'inceste a été clairement défini par l'article 222-22-3 du Code pénal, depuis la loi du 21 avril 2021. Et les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par un ascendant, par un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu, une nièce, donc une définition assez élargie de la famille, de la sphère familiale, ou bien par le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées, ou le partenaire de Pacs. Donc on va tenir compte aussi des familles recomposées. Et cette définition de l'inceste va servir de base à la définition des circonstances aggravantes, puisque pour le viol et les agressions sexuelles, là encore, on trouve des circonstances aggravantes spéciales. On va parler de viol incestueux ou d'agression sexuelle incestueuse. Et les peines encourues sont du même acabit que pour les circonstances aggravantes lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commis à l'encontre du conjoint, du concubin, du partenaire de Pacs. Donc ça permet d'accroître les peines encourues à 20 ans de réclusion criminelle, voire 30 ans si ces infractions sont suivies du décès de la victime, voire la perpétuité en cas de torture ou d'acte de barbarie. Mais l'inceste a été isolé pour tenir compte de situations qui auparavant n'étaient pas forcément prises en compte dans la circonstance aggravante de viol ou d'agression sexuelle commise par un ascendant ou par une personne ayant autorité. Donc là, on a pu compléter le maillage et resserrer un peu le maillage des infractions pour tenir compte de toutes les situations.
J'ai également noté une infraction qui a été, une infraction qui est autonome depuis une loi de 2018, mais qui est revenue sur le devant de la scène l'année dernière avec, si vous avez suivi le procès des viols de Mazan, la soumission chimique. C'est une infraction qui est déjà un peu plus ancienne que cette affaire qui a défrayé la chronique et qui a énormément rassemblé. C'est le fait d'administrer à une personne à son insu une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes est réprimé à part entière quand elle a pour objectif de commettre un viol ou une agression sexuelle. 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. On a imaginé cette infraction dans le contexte de recrudescence de l'utilisation de drogues comme le GHB, mais avec l'affaire Pellico ou affaire des viols de Mazan, on s'est aperçu que la soumission chimique pouvait avoir lieu également dans la sphère familiale d'un conjoint sur sa femme. Donc c'est une infraction finalement qui a trouvé toute sa place aussi dans le périmètre des violences intrafamiliales avec cet exemple. Mais au-delà de cette incrimination autonome, la soumission chimique est aussi une circonstance aggravante du viol et des agressions sexuelles. Donc on a des articles qui sont distincts pour l'infraction autonome 222-30-1 et pour les circonstances aggravantes, on le trouve pour le viol 222-24 15e ou pour les agressions sexuelles 222-28 11e du Code pénal. Alors à côté de cette typologie rapide que j'ai essayé de vous brosser pour vous montrer qu'on a essayé d'envisager les violences intrafamiliales sous toutes les coutures, entre guillemets, du moins on peut mobiliser ces infractions. Il y a des outils complémentaires qui ont fait leur apparition dans le corpus législatif du Code pénal et qui s'avèrent très utiles pour les poursuites, notamment pour les signalements, avec un aménagement du secret médical qui a été envisagé spécialement avec la notion d'emprise qui a fait son apparition dans le Code pénal. Donc dans l'article 226-14 alinéa 3, il est possible de lever le secret médical. Le médecin donc, ne sera pas poursuivi s'il enfreint le secret médical pour dénoncer des violences conjugales lorsque la victime est sous emprise. Elle ne dénoncera pas elle-même, elle est complètement sous l'emprise de son mari, de son partenaire de Pacs, de son concubin. Et à partir de là, la loi du 30 juillet 2020 a permis la levée de secret médical et donc l'absence de poursuite en cas de violation du secret médical du médecin, avec des conditions cumulatives. Il faut que le médecin constate les violences au sein du couple, donc un constat médical, qu'elles soient physiques, psychologiques, bien évidemment. Il faut qu'il motive le danger immédiat pour la vie de la victime majeure et il faut qu'il motive également l'emprise exercée par l'auteur des violences. Donc ça va être une motivation factuelle de ce qu'il aura constaté au cours des examens, de ce que la victime aura pu lui dire lorsqu'elle se confie à son médecin. Et à partir de là, quand les conditions sont remplies, il va pouvoir enfreindre le secret médical et signaler au procureur l'infraction dont il a connaissance. Et puis, autre outil complémentaire très intéressant également, qui a encore été renforcé en 2024, c'est la question du retrait de l'autorité parentale lorsqu'un enfant est victime ou co-victime de violences intrafamiliales. Aujourd'hui, le juge pénal est obligé de statuer sur le retrait de l'autorité parentale ou la suspension de l'autorité parentale lorsque un parent est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime, d'une agression sexuelle incestueuse commise soit sur la personne de l'enfant, soit sur la personne de l'autre parent. Donc ça, c'est très important et c'est ce que la première présidente de la Cour d'appel expliquait hier. C'est ce dialogue qui s'instaure désormais entre le civil et le pénal, où là, on a une obligation faite au juge pénal. Donc un maillage qui se resserre aussi au niveau de la procédure. Alors au niveau, et pour en finir par là, pour l'encadrement, on s'est interrogé, du moins la doctrine s'est interrogée sur certaines formes de violences qui ne sont pas forcément encadrées en tant que telles dans le Code pénal. Ce sont les violences économiques dont peuvent être victimes les femmes. C'est une emprise économique qui s'exerce par une domination financière, la plupart du temps du mari sur la femme. Pourquoi ? Alors on l'a relevé à partir de 2014 dans une loi sur l'égalité homme-femme. C'est cette révélation par les statistiques que les hommes gagnent encore plus que les femmes au niveau du salaire, qu'il y a une inégalité à ce niveau-là, au niveau économique de manière générale,
Et lorsque on est dans le cadre des violences intrafamiliales, eh bien on peut repérer une domination économique aussi, une emprise économique qui fait que la victime va hésiter aussi à signaler les violences dont elle est victime. Parce que faire ? Si je quitte le domicile conjugal, comment je vais subvenir à mes besoins ? J'ai arrêté de travailler pour m'occuper des enfants. J'utilise tout mon salaire dans les dépenses de la vie courante. Mon mari, lui, il a contracté les emprunts pour acheter les biens, il rembourse les emprunts. Mais si je pars, lui, il va garder le logement, et puis moi, j'ai quoi ? C'est la théorie du pot de yaourt vide. Donc ça, c'est une théorie qui est apparue dans un essai d'une auteure dont le nom m'échappe à l'instant, qui a écrit donc sur le couple et l'argent. Son ouvrage s'appelle « Le couple et l'argent ». Et c'est de dire, voilà, la femme, elle va contribuer aux dépenses de la vie courante, mais au final, quand elle part, qu'est-ce qui lui reste ? Les pots de yaourt vides. Elle a fait les courses. Alors que le mari, lui, il va dépenser l'argent pour contracter des prêts et acheter des biens, des investissements qui vont lui rester et avec lesquels il va souvent pouvoir repartir parce qu'il aura contracté les emprunts à son nom. Donc, c'est cette théorie-là que je voulais souligner ce soir, mais de manière générale, l'emprise économique n'est pas appréhendée en tant que telle dans le code pénal. Alors on l'appréhende à travers le harcèlement moral. On peut faire entrer les agissements répétés sur un plan économique, le fait que la femme n'a pas de compte bancaire ou bien que le mari observe ses dépenses, va lui reprocher ses dépenses, va regarder tout ce qu'elle fait, etc. Ça peut rentrer dans les agissements qui peuvent fonder un harcèlement moral. On peut également aller sur le terrain de l'abandon de famille, lorsque le mari quitte le domicile en laissant la femme sans aucun moyen de subvenir à ses besoins, ou bien, et ça s'est multiplié ces dernières années, le non-paiement des pensions alimentaires. Donc là, énormément d'ex-conjoints qui ne payent pas les pensions alimentaires et qui laissent la femme dans le dénuement. Et puis, des auteurs ont souligné la problématique des immunités familiales. Le vol entre conjoints n'est pas poursuivable. On ne peut pas réprimer le vol, il n'y a pas de vol entre conjoints. Donc pour dépasser ces problématiques, notamment les violences économiques, mais de manière générale pour appréhender les violences intrafamiliales dans leur globalité, dans les comportements, eh bien, a émergé une notion nouvelle depuis les arrêts de la Cour d'appel de Poitiers du 31 janvier 2024, 5 arrêts qui ont défini la notion de contrôle coercitif. Donc je vous ai mis là quelques extraits des arrêts sur le contrôle coercitif qui le définissent. Donc c'est une forme de violence sociale, le cadre c'est l'affirmation du pouvoir sur l'autre, le principe est la domination, les moyens sont les tactiques diverses et cumulées, le tout vise à contrôler, minorer, isoler, dévaloriser, capter, fatiguer, dénigrer, contraindre. Autrement dit, c'est une micro-régulation du quotidien de la femme. Et les arrêts soulignent également que le contrôle coercitif, c'est une atteinte aux droits humains, une atteinte à la liberté d'aller et venir, la liberté de s'exprimer, de penser, d'entretenir des liens familiaux. Et finalement, toute cette micro-régulation va déboucher sur des violences physiques. Les violences physiques, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc l'idée, c'est de montrer que ce contrôle coercitif, en s'insinuant dans les moindres recoins de la vie de la femme, la plupart du temps on le voit chez les femmes, a des conséquences sur la santé physique et psychologique, non seulement de la femme, mais également des enfants. Et donc c'est cette idée qu'il faut appréhender le contrôle coercitif dans sa globalité, plutôt que par des infractions disséminées, parce que c'est au-delà de l'emprise, au-delà du harcèlement moral, c'est vraiment plus global. Donc l'idée a fait son chemin dans des propositions de loi. Une première proposition de loi a été déposée le 3 décembre 2024. Elle a été adoptée en deuxième lecture, elle a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat, et elle a été déposée donc en deuxième lecture. Elle est revenue à l'Assemblée nationale le 4 avril 2025, mais elle a fait l'objet de nombreuses critiques, si bien que la procédure semble s'être arrêtée. Notamment des auteurs qui montraient que la définition proposée du contrôle coercitif pour devenir une infraction pénale n'était pas suffisamment claire. Et en droit pénal, la définition des comportements doit respecter le principe de l'égalité, c'est-à-dire la clarté, la lisibilité, pour pouvoir permettre une interprétation stricte et pas d'interprétation par analogie du juge. Donc, devant ces difficultés, la définition du contrôle coercitif pose question, et puis des auteurs considéraient également que ça recoupait beaucoup trop des incriminations qui existaient déjà, notamment le harcèlement moral.
Donc c'est cette difficulté à laquelle s'est heurtée cette proposition de loi. Mais voilà, je vous ai mis quelques éléments de la définition qui était envisagée, avec une peine de 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Donc finalement une peine moindre par rapport à certaines infractions qui peuvent apparaître avec des circonstances aggravantes qui peuvent faire monter la peine un peu plus. Autre proposition de loi qui a été déposée le 2 décembre dernier, une loi cadre cette fois. Une loi cadre qui viendrait réfléchir à tous les aspects des violences intrafamiliales dans tous les domaines du droit, donc pas que du droit pénal. Et ça fait partie des recommandations du rapport AVIF, dont la première présidente a parlé hier, qui préconise 10 mesures pour mieux appréhender les violences intrafamiliales au niveau global. Voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps pour pas dépasser trop mon temps de parole et ne pas venir, mais je vous le signale juste, que dans les violences intrafamiliales, j'aurais tendance aussi à ajouter ces fameuses violences culturelles qui ne sont pas le quotidien de toutes les femmes, qui sont le quotidien des femmes issues de l'immigration, qui peuvent avoir des pressions pour contracter des mariages forcés ou subir des mutilations sexuelles. Et là, le Code pénal a prévu des infractions spécifiques. Voilà, je vous remercie de votre attention.